J'ai déjà fait il y a presque un an une vidéo dans laquelle je parlais du retour d'Ener, mais si la première fois je n'ai parlé que de son retour et de pourquoi je pense qu'il n'est pas utile de le faire revenir dans l'histoire principale, il y a malgré tout une autre théorie qui perdure et qui fait énormément parler. Une théorie qui dit qu'en plus de revenir sur Terre, Ener rejoindrait les Mugiwara et aiderait Luffy dans sa quête du One Piece. C'est une idée qui revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos quand je parle de l'antagoniste de Skypiea et de son retour, et que j'avoue ne pas vraiment en comprendre la raison. Et je vais vous expliquer ici pourquoi je pense que Ener dans l'équipage de Luffy est une idée que je trouve un peu absurde. Bien sûr, dans cette partie, je vais vous donner mon avis sur la théorie, et uniquement sur la théorie. Mon but n'est pas d'insulter qui que ce soit, et je vous demanderai d'être bien sûr tout aussi respectueux dans les commentaires. À première vue, cette théorie peut être très difficile à imaginer tant le personnage est détestable et va à l'encontre des valeurs des Mugiwara. Mais il y a en réalité de véritables arguments qui vont en faveur de cette idée, à commencer par le nombre de membres dans l'équipage de Luffy. En effet, cette théorie se base majoritairement sur les quelques mots de Luffy dans le premier chapitre du manga. Lui qui annonça vouloir 10 membres ne se compterait alors pas dedans. Et comme Brook est le 8e membre comme le précise le titre du chapitre 489, ça voudrait dire que Jinbei est donc le 9e membre et qu'il reste alors une 10e place sur le bateau avant la fin de leurs aventures. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Ener est un candidat potentiel pour remplir ce rôle? Ce personnage horrible et totalement égocentrique qui a tué et fait du mal à tant de personnes n'a normalement pas sa place dans les rangs de Luffy, d'autant plus quand on voit le passif entre les deux. Néanmoins, un point important le concernant, c'est qu'on ne connaît pas les détails de son passé. Ener a grandi sur Milka, une île céleste dont on ne sait presque rien. En découvrant son Goro Goro no Mi, il a totalement détruit ce pays sans en laisser une trace avant de prendre le contrôle de Skypiea. Et pourtant, il se pourrait très bien qu'en réalité, il nous cache quelque chose de beaucoup plus profond, qui pourrait rendre ce personnage d'autant plus attachant. Un flashback touchant le concernant et un objectif profond qui lui tient à cœur pourrait être le début d'une trêve entre lui et Luffy. Mais je ne suis personnellement pas vraiment convaincu par cet argument. Des flashbacks d'antagonistes touchants, on en a eu avec par exemple Doflamingo ou même Big Mom. Et ça n'a pas pour autant permis à Luffy ni à qui que ce soit de pardonner leurs agissements. De plus, même s'il y a dans l'équipage de Luffy des personnages qui ont pu poser problème par le passé, comme Nami qui a trahi Luffy par exemple, ou même Franky qui terrorisait les habitants de Water 7, ils n'ont jamais eu de mauvaises intentions ou ne sont jamais allés très loin. Pour Ener, on parle de prise de pouvoir, de milliers de meurtres pour son propre plaisir, ou encore de l'anéantissement total de son île natale ainsi que de ses habitants. Très honnêtement, un flashback, aussi touchant qu'il soit, ne pourra pas pardonner ses agissements. Mais ce n'est pas le plus important, parce que le deuxième argument de cette théorie nous dit qu'Ener a changé et que depuis qu'il a rencontré Luffy, il aurait compris certaines choses. En effet, suite aux événements de Skypiea, Ener aurait compris qu'il existe des personnes plus fortes que lui et qu'il n'est pas invincible, mais surtout, aussi fort soit-il, il ne sera jamais assez puissant pour vaincre Luffy à cause de leurs fruits du démon respectifs. Le caoutchouc de Luffy empêche totalement Ener de prendre le dessus lors d'un affrontement, peu importe les circonstances. En comprenant ça, est-il devenu gentil ou est-il resté méchant? Ça, ce n'est pas le plus important, parce que lui qui aime imposer sa supériorité sur les autres n'aura pas d'autre choix que de se soumettre à Luffy. La suite de cette théorie met en avant tous les liens qu'il y a entre le reste des Mugiwara et l'ancien dieu de Skypiea. On voit par exemple le lien avec Nami, elle qui maîtrise la météo et qui a passé 2 ans sur les îles célestes à étudier le climat, un lien avec Usopp qui se fait appeler God Usopp depuis les événements de Dressrosa, Robin qui pourrait l'aider à déchiffrer les fresques qu'il a trouvées sur la lune, Franky ayant étudié 2 ans dans les laboratoires de Vegapunk pourrait l'aider aussi à étudier les species qu'il a découverts, ou encore un lien avec Jinbei mettant en opposition l'homme-poisson victime d'oppression et d'esclavage et l'homme vivant dans les cieux incarnant l'oppresseur. Cette deuxième partie ne m'intéresse pas vraiment. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un argument valable de chercher des liens avec les Mugiwara. Chacun des membres de l'équipage n'ont aucun lien similaire entre eux, si ce n'est les valeurs qu'ils partagent et la volonté de réaliser leurs rêves et d'aider Luffy à réaliser le sien. Mettre en avant des combos d'attaque avec Jinbei qui maîtrise l'eau, conducteur d'électricité ou avec l'aide des connaissances météorologiques de Nami n'est pas vraiment très intéressant. À part sur Thriller Bark face à Oz ou dans quelques rares scènes, on n'a jamais vraiment eu ce type de combat. Vouloir une rivalité
rivalité comme celle de Zoro et Sanji en mélangeant oppresseur et opprimé n'est, je trouve, pas non plus très pertinent. Le bras droit et gauche n'ont pas de lien de ce type et n'en ont pas besoin pour se détester l'un et l'autre. Selon moi, elle sert surtout à mettre en avant leur état d'esprit extrêmement similaire. De plus, en cherchant un peu, il est très facile de faire des liens entre tous les personnages de One Piece. Et puis pour ce qui est de ses liens avec Luffy, ça ne veut pas dire grand chose. Déjà parce qu'un Mugiwara n'a pas besoin d'avoir de lien précis avec Luffy avant de décider de le suivre ou non. Et parce que dans tous les cas, Luffy ne soumet pas les membres de son équipage. Ils sont tous mis sur un même pied d'égalité et tout le monde a son mot à dire. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard parce que c'est aussi un point très important. Peut-être qu'Ener connaîtra une sorte de rédemption et voudra se faire pardonner par Luffy. Mais personnellement, je ne pense pas que les Mugiwara acceptent la moindre de ses excuses tant le mal qu'il a causé est immense. Et je pense qu'Ener a beaucoup trop de fierté et est beaucoup trop égocentrique pour se soumettre d'une quelconque manière à quelqu'un. S'il ne peut pas le battre, il va simplement l'éviter et faire en sorte de ne plus jamais le revoir, plutôt que de chercher à se mettre sous ses ordres. Dans tous les cas, il reste un dernier argument qui pour le coup est beaucoup plus difficile à ignorer. Je parle évidemment de tout ce qu'il a trouvé sur la Lune. Pour rappel, après sa défaite contre Luffy sur Skypiea, Ener s'est enfui sur la Lune à bord de son arche Maxime. Là-bas, il a trouvé des ruines d'une ancienne civilisation qui portait le nom de Bilka, exactement comme l'île natale qu'il a détruit en obtenant ses pouvoirs. C'est à partir de là qu'il a réveillé les Spaces qui sont maintenant sous ses ordres. Mais les fresques qu'il a trouvées sont très intrigantes et il est possible qu'elles aient une utilité dans la suite de l'histoire, et ce dernier argument se base sur ça. Ener a trouvé ses fresques, et si Luffy en a besoin à un moment dans son aventure pour trouver le One Piece, il aura donc forcément besoin de l'ancien dieu de Skypiea à un moment ou un autre, et il n'aura donc pas d'autre choix que de lui accorder au moins un peu d'attention, et donc pourquoi pas l'inviter à rentrer dans son équipage. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi correspondent ces fresques. Nous ne savons pas si ça va avoir une utilité quelconque dans le futur de l'histoire, et Oda pourrait très bien les avoir dessinées simplement pour montrer que son monde vivait avant même toute cette histoire, et que le monde actuel a une histoire et des ancêtres. Roger, tout au long de son aventure, n'a pas semblé avoir besoin de telles informations. Un voyage sur la Lune n'a jamais été montré, envisagé ou même abordé durant son flashback. Et malgré tout, il a quand même pu se rendre sur Laugh Tale et découvrir tous les secrets du monde. De ce fait, je doute que Luffy en ait réellement besoin, mais imaginons que ce détail n'ait pas été montré dans le flashback de Roger, ou même qu'il aura lieu après la découverte du One Piece, puisqu'on sait que son équipage a manqué quelque chose, puisqu'ils sont arrivés trop tôt. Mais si un voyage sur la Lune est nécessaire pour accomplir son rêve, alors même là je ne pense pas qu'il ait besoin du retour d'Ener. Luffy ne refusera jamais quelque chose sous prétexte que ça va plus vite de demander à quelqu'un, et encore plus s'il s'agit d'un voyage sur la Lune. Même si c'est pour le trajet, je ne pense pas que ses pouvoirs et l'arche Maxime soient nécessaires. Ils ont Franky qui a passé 2 ans dans le laboratoire de Vegapunk et qui, je pense, est amplement suffisant s'il souhaite s'y rendre. Et puis, même s'il n'a pas le choix, Luffy fait de toute façon ce qu'il veut et ce quoi qu'il arrive. C'est lui qui décide et qui mène son aventure comme il le souhaite. On l'a vu quand il a détruit l'Eternal Pose d'Alabasta que Robin leur avait donné, alors que la situation du pays de Vivi était totalement désespérée. On l'a aussi vu quand Usopp a demandé à Rayleigh des informations sur le One Piece, ce à quoi Luffy a répondu qu'il voudrait tout abandonner s'il leur donnait ne serait-ce qu'une simple information. Quoi qu'il arrive, Luffy ne cédera jamais à la facilité, et encore plus en ce qui concerne son rêve. D'ailleurs, Luffy n'a pas choisi ses compagnons de voyage par hasard, ils sont dans l'équipage pour une raison, et c'est la deuxième partie de cette vidéo. Dans une de mes vidéos, je revenais sur ça en expliquant pourquoi Luffy avait choisi ces 9 personnages en particulier et pourquoi bon nombre de leurs alliés et amis des précédents arcs ne les avaient pas rejoints. En effet, tous les Mugiwara ont chacun leurs propres valeurs, et c'est ce qui les définit. Mais également, ils partagent aussi tous des valeurs communes, et notamment celle de Luffy. Quand Nami décide de se retourner de son plan initial pendant la guerre de Nigashima pour faire face à Ulti qui vient de frapper Tama, ça n'a rien d'étonnant. La navigatrice déteste qu'on fasse du mal à un enfant, et chacun des Mugiwara est capable de la comprendre et la soutiendront quoi qu'il arrive. Pareil pour Usopp, qui abandonne totalement l'idée de rejoindre le reste de son groupe sur Enies Lobby pour prendre le temps d'expliquer la vérité à Wamo et Kashi sur les véritables intentions du gouvernement qui s'est servi d'eux. De plus, tous les Mugiwara se font confiance aveuglément, même Zoro et Sanji. C'est pour cette raison qu'on a des scènes comme celle de Sanji qui appelle Robin sur Onigashima afin qu'elle prenne sa place face à Black Maria, quand Chopper trouve un remède et demande à Zoro de lui ramener l'antidote, ou même quand Sanji dit qu'il sait déjà que Luffy va gagner son combat lorsque Zoro lui transmet le message de son capitaine. C'est aussi pour cette raison que la plupart des arcs se font sous forme de groupe. Ils savent que tout le monde peut plus ou moins se débrouiller seul et n'ont donc pas besoin de prendre le temps de se réunir immédiatement.
Chacun des membres de l'équipage a un rêve qui lui est propre, et pour autant c'est quelque chose qu'ils ont tous mis au second plan, afin de se concentrer davantage sur celui de Luffy, parce qu'ils savent tous pertinemment que c'est grâce à lui qu'ils pourront réaliser le leur. Et personnellement, j'ai du mal à voir Ener avoir un comportement similaire. Faire confiance à quelqu'un ne semble vraiment pas être son point fort, et en retour, faire confiance à un personnage comme lui me semble tout aussi compliqué. Les valeurs qu'il partage n'ont rien à voir avec celles d'un groupe aussi soudé que celui de Luffy. D'ailleurs, la force du groupe est également une notion essentielle chez les Mugiwara. Comme je l'ai dit, tout le monde a confiance en tout le monde, mais surtout, ils ont tous des forces mais aussi des faiblesses qui leur sont propres, et qu'ils complètent tous à leur façon. C'est pour cette raison qu'on a eu Usopp contre Luffy sur Water 7. Certes, il y avait toute cette histoire autour du Merry, mais ce n'était pas tout. Usopp se sentait plus faible que les autres. Lui qui n'avait pas réussi à protéger l'argent qui servirait à réparer leur bateau, n'a pas réussi à relativiser sur le coup, et s'est simplement dit qu'il n'avait plus sa place aux côtés de personnes aussi fortes. Néanmoins, c'est Sanji sur Enies Lobby qui lui dira qu'ils ont tous des faiblesses et que par conséquent, si Usopp ne peut pas battre Jabura, il peut se rendre utile en faisant ce que Sanji, lui, serait incapable de faire. C'est de cette façon qu'il va monter sur le toit et envoyer les clés des menottes à Robin et Franky afin qu'ils puissent s'en sortir. D'ailleurs, Luffy le dit lui-même au tout début de l'histoire face à Arlong. Sans ses amis, il ne pourra pas naviguer ni même cuisiner. En d'autres termes, sans ses amis et le groupe qu'il a construit, il n'est pas capable de devenir le nouveau seigneur des pirates. C'est aussi ce qui fait que Vivi est considérée comme une Mugiwara à part entière, parce qu'elle a compris tous ces aspects de l'équipage. Au chapitre 130, elle comprend qu'ils ont besoin de guérir Nami pour se rendre assez vite sur Alabasta, que sans ça, personne ne pourra rien faire. C'est la même chose au chapitre 166, Luffy fait comprendre à Vivi que ce n'est pas à elle de risquer sa vie, mais qu'il faut compter sur le groupe, et parce qu'un simple sacrifice serait nocif pour tout le monde. Et globalement, c'est ce que tous les Mugiwara ont compris en rejoignant Luffy. Robin cherche à sauver l'équipage en se sacrifiant, mais comprend au final que ça fera beaucoup plus de mal qu'autre chose. Pareil pour Sanji, lorsqu'il fait face à ses anciens traumatismes, il est pris de peur et préfère se sacrifier pour que le groupe puisse continuer sa route. Mais il revient à la raison lorsqu'il croise Luffy qui lui explique que sans lui, il ne pourra rien faire. De cette façon, un sacrifice chez les Mugiwara ferait trop de mal à tout l'équipage, et selon moi, c'est pour ça que Zoro n'a jamais rien dit et ne dira jamais rien à propos de la décision qu'il a prise face à Kuma. C'est selon moi toutes ces raisons qui font qu'Ener ne peut pas et ne pourra jamais s'aligner avec les Mugiwara. Je suis aussi persuadé qu'il n'hésitera pas à trahir l'équipage à la moindre difficulté, et avoir une utilité sur le bateau ou même être en mesure d'aider Luffy d'une quelconque façon n'est pas un critère de recrutement. Beaucoup l'ont fait sans pour autant rejoindre l'équipage. D'ailleurs, il est vrai que la rivalité Zoro et Sanji existe. Quand on les voit, ils n'ont pas vraiment l'air de s'apprécier, donc on pourrait penser que l'amitié ou la confiance n'est pas forcément un critère, et qu'ils peuvent coopérer même avec un personnage que personne n'aime. Mais en réalité, ça ne marche pas vraiment comme ça. Déjà, Zoro et Sanji se font confiance à 100%, et même s'ils se taquinent très souvent sur ça, le premier n'hésitera jamais à placer sa propre vie entre les mains du deuxième, et inversement. D'ailleurs, au retour de Whole Cake, beaucoup s'attendaient à ce que Zoro ait une réaction quant à la décision qu'a prise Sanji. Beaucoup de théories disaient qu'il allait lui demander de quitter l'équipage ou quelque chose comme ça. Pourtant, rien de tout ça n'est arrivé, même pas une réaction ou une simple blague sur le sujet. En réalité, Zoro et Sanji ont une façon de voir les choses extrêmement similaire, et je pense que si l'épéiste ne lui a rien reproché, c'est parce qu'il a compris ce qui est arrivé. Tout le monde sait que chaque Mugiwara a des faiblesses, et quand les traumatismes de Sanji sont remontés, Zoro n'avait plus rien à lui reprocher. Finalement, même si Luffy a été très insistant avec certains pour qu'ils le rejoignent, il n'a jamais forcé personne, mais au contraire, ils ont tous accepté parce qu'ils ont compris qui était Luffy, avec toute la détermination qui l'accompagne. Donc si Ener rejoint les Mugiwara uniquement par soumission ou simplement parce qu'il ne pourra jamais battre Luffy, ça n'a plus vraiment de sens. Luffy n'a jamais soumis personne et la plupart du temps c'est ce contre quoi il se bat. Ener est totalement égocentrique et très honnêtement ça m'étonnerait énormément que ça ait changé. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui il a une armée entière qui lui obéit au doigt et à l'œil. Ses précédentes expériences ne lui ont à mon avis rien appris et tout ce qu'il voit actuellement c'est la domination totale qu'il exerce sur la lune. Aujourd'hui, on voit régulièrement des théories apparaître impliquant son retour lors des sorties de nouveaux chapitres. La dernière qui m'a vraiment marqué, c'était lorsque le chapitre 1004 était sorti et dans lequel on pouvait voir une silhouette venir en aide au fourreau rouge. Beaucoup de monde pensait que c'était Ener, et ça couplé au fait que Nami dit qu'elle a besoin d'éclairs plus puissants, il n'a donc pas fallu très longtemps avant que Twitter ne s'enflamme. Sans parler du fait qu'au chapitre 998, on avait une cover le mettant en scène et que le scan sorti à l'époque montrait une anomalie visuelle dans le ciel qui faisait
faisait penser à l'Arche Maxime qui revenait sur Terre. Ça avait tellement fait parler que Scantrad avait été obligé de faire un communiqué pour affirmer que c'était simplement un problème lié au scan du chapitre et que rien de spécial n'apparaissait à cet endroit-là. Mais globalement, j'ai l'impression que tout est bon pour faire une théorie sur le retour d'Ener. Comme on l'a vu au début de la vidéo, le but de cette théorie est de faire le maximum de liens avec tout ce qui entoure l'ancien dieu de Skypiea, à tel point que chaque mention d'éclair, de la lune ou de divinité est utilisable pour parler de son retour. On a bien vu que tout l'arc Wano est basé sur cette allégorie de la lune et de l'aube qui doit arriver. L'astre de la Terre est globalement très présent dans l'œuvre et je pense qu'il ne possède pas d'autre sens que ce qu'Oda cherche à nous montrer. Même si je pense que son retour n'apporterait rien à l'histoire, je suis prêt à y croire. Néanmoins, la théorie d'Ener qui rejoint les Mugiwara ne m'intéresse pas, et les arguments qui vont en sa faveur ne sont pas très pertinents et ont beaucoup plus pour objectif d'arriver à convaincre son public que de proposer de véritables idées. Je le répète, mais ma vidéo n'est pas là pour tomber sur qui que ce soit. Moi-même je fais des théories, plein de gens font des théories, et vous pouvez croire en celle que vous voulez. Oda a réussi à créer un univers dans lequel il peut tout se passer, et ce qu'on a retenu à travers ces quasi 1080 chapitres, c'est que rien n'est prévisible, que l'auteur trouvera toujours un moyen cohérent d'intégrer un nouvel élément. Les théories sont selon moi ce qui fait vivre l'œuvre, et ce qui fait que même après autant d'années, des millions de fans attendent de connaître les moindres secrets de ce monde.